bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci Thibaut d'être avec moi aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer dans... Je ne sais pas si le tien marche. C'est celui-là? Oui. Merci Stéphane. Peut-être rentrer, avant de rentrer dans le sujet de la data et de la tech, peut-être quelques rappels de... il faut aller plus vite. On va essayer de tenir dans 15 minutes. Quelques données que je voudrais partager avec vous sur des études récentes qui ont été faites sur les responsables marketing, CMO et autres directeurs marketing. Le premier, c'est que finalement, toute la technologie, on en a beaucoup parlé ce matin, toute la technologie, l'évolution des parcours conso, l'évolution de la largesse d'offres et de consommation du contenu digital chez les consommateurs fait que le travail des équipes marketing, des équipes médias, de leurs partenaires agences est de plus en plus difficile. Si on reprend une phrase qui a été dite par McKinsey en 1966, finalement le changement est moins coûteux que l'immobilisme. Et je pense que cette phrase est assez vraie aujourd'hui dans le monde que l'on vit aujourd'hui, parce que dans une approche digitale en 2022, post-Covid et avec les nombreuses crises auxquelles nous faisons face, il serait aberrant pour des marques de ne pas changer et de rester dans l'ancien temps. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, le développement de cette technologie, le développement du temps est un facteur de différenciation très important. Il y a une étude que l'on a faite avec Environment Research récemment et Amazon Ads qui démontrait que 87% des consommateurs français aujourd'hui veulent choisir quand ils s'engagent, il ou elle s'engage avec des marques et à quel moment il ou elle souhaite se déconnecter et passer du temps hors marque. Ce qui a pour conséquence que pour les marques d'avoir moins de temps disponible pour pouvoir être présentes, convaincre et générer des achats. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est le travail qui a été fait par Gartner et par Nielsen dans deux rapports qui ont été faits en 2021 et en 2022, qui relevaient que 14% des entreprises seulement avaient une confiance et une vision à 360 degrés du contenu et de leurs clients. Et Nielsen, en Europe, a fait une enquête sur les responsables marketing, et simplement 18% d'entre eux avaient confiance dans la donnée d'audience qu'ils utilisaient. Donc, on se rend compte que ces gens font face à des défis assez importants. La dernière, j'arrête de vous saouler avec des chiffres, la dernière donnée, c'est un rapport de Demand Lab sur les insights et l'attribution. Avoir de la mesure et de l'audience, c'est bien. Comment est-ce qu'on attribue la performance des canaux médias dans ses campagnes publicitaires? C'est d'autant plus important. Et dans ce rapport, 24% des gens concernés n'avaient aucune idée, aucun plan précis sur l'attribution. La deuxième donnée qui est intéressante, c'est que 43% des responsables marketing n'ont pas vraiment confiance dans la donnée qu'ils utilisent. Donc, des audiences compliquées, un modèle d'attribution qui est de plus en plus difficile, et donc une mesure de la performance des médias qui devient compliquée. Alors, pour rentrer dans le sujet de Numberly, Thibaut, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels sont les défis dans la mesure auxquels tes clients font face? Merci Stéphane pour cette invitation sur un sujet qui est, je crois, un enjeu crucial pour toute notre industrie. Et donc, nous, ce qu'on voit chez Numberly, c'est effectivement que nos clients, ils sont confrontés dans l'optimisation de leur plan d'action marketing à un certain nombre de défis clés qui sont liés à la question de la mesure. Le premier défi, sans hésiter, c'est la question de générer et mesurer de la performance dans un monde qui devient cookie-less. Le deuxième sujet, et c'est un tout petit peu technique, mais pardon, je vais essayer quand même d'être simple, on sait que c'est essentiel. Le deuxième sujet, c'est comment arriver à mesurer l'incrémentalité de chaque levier
de façon très claire. C'est-à-dire comment mesurer la contribution réelle de chacun des leviers qu'on n'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu ce levier-là. Troisième chose, c'est de réconcilier les insights. C'est joli de générer des enseignements, mais si à chaque fois on compare des choses qui ne sont pas comparables entre elles, on a un souci. Et puis, bien entendu, le quatrième défi auquel nos clients sont confrontés, c'est de respecter, bien entendu, la vie privée et la confiance que les consommateurs nous font et leur font. Je rappelle que sans eux, nous ne serions pas là. Alors, Thibaut, sur ces sujets-là, il y a une des réponses possibles aujourd'hui, côté ATEX, ce sont les data clean rooms. Amazon en a c'est une qui s'appelle Amazon Marketing Cloud. Cette technologie des data clean rooms, comment est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui? À quoi sert-elle chez Numberly? Alors, merci pour cette question, parce que la technologie des clean rooms, c'est une révolution sans hésiter dans notre métier à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permettant l'accès à un certain nombre de données, via AMC dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir générer des études qui sont beaucoup plus précises, qui vont beaucoup plus loin, et on va pouvoir notamment analyser la performance des actions en isolant un peu mieux, voire beaucoup mieux, la contribution de chaque canal. Ça, c'est vraiment essentiel dans les clean rooms aujourd'hui, et ça permet de mettre en place du coup des collaborations qui sont beaucoup plus stratégiques, qui vont en profondeur en utilisant finalement ces insights, même si, on est clair, il y a encore pas mal, Stéphane, de défis technologiques autour du sujet des clean rooms, mais tout en respectant encore une fois la vie privée des utilisateurs, on va pouvoir satisfaire davantage, je pense, les annonceurs dans leur exigence de mesurabilité. Est-ce que tu peux nous parler de l'exemple Signify, qui est une belle marque avec laquelle tu travailles sur ce sujet? Bah écoute, merci de nous donner l'opportunité effectivement de parler de Signify. Signify, donc c'est le leader de l'éclairage connecté et intelligent. C'est une marque du groupe Philips qui nous fait la confiance de pouvoir partager aujourd'hui avec vous ici des données sur leur campagne marketing. Donc effectivement, c'est un cas très intéressant. Ça fait de nombreuses années que Numberly travaille avec Signify maintenant. Je crois qu'on est dans le thème des relations durables. Bah, en voilà un bon exemple. Donc effectivement, le challenge de Signify, c'est de construire une sorte de canevas qui permette d'optimiser le mix des formats publicitaires et des objectifs différents. Et c'est bien à ça qu'on s'est attaqué grâce à AMC pour le compte de Signify, en essayant, et vous allez le voir, en réussissant pour la première fois à mesurer l'impact cross-canal des différentes activations et campagnes marketing de Signify. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de cette stratégie de mesure omnicanale, dont on parle beaucoup d'omnicanalité, mais comment est-ce qu'on la met en pratique? Voilà, il y a un moment, il faut le faire. Alors, effectivement, comment on a travaillé? Notre équipe de data scientists a conçu des requêtes spécifiques sur cette clean room qui est AMC, et qui du coup nous permet de comprendre beaucoup mieux, vous allez voir, l'impact des campagnes marketing et in fine d'améliorer le parcours des acheteurs à travers les différents canaux. Je rappelle que quand on optimise le marketing mix, on réduit le gaspillage publicitaire et on développe la qualité évidemment du parcours client. Donc à cette époque, en septembre, quand on a commencé à travailler sur AMC, sur ces campagnes-là, on avait trois types de campagnes. On avait une campagne de type plutôt notoriété, avec de la vidéo grâce au DSP d'Amazon. On avait une campagne de display, et puis ensuite on avait une campagne de performance avec des sponsored ads. Donc on a fait trois études différentes que je vais rapidement vous montrer. Ça, c'est le rappel sur Signify dont on vient de parler. La première chose, c'est de constater que malgré un budget plus restreint, vous le voyez sur la première partie de ce slide ici, sur la partie DSP, par rapport aux sponsored ads, eh bien, on va avoir un reach du display et de la vidéo
qui est bien plus important que les produits sponsorisés. Donc on a un vrai effet d'amplification, on pourrait dire, qui est vraiment attribuable, on le voit clairement ici, aux deux formats du display et de la vidéo grâce au DSP. Et puis ensuite, quand on regarde cette fois les conversions, qu'est-ce qu'on voit? C'est que presque toutes ont été associées à une exposition sur le DSP, en display ou finalement en vidéo. Donc on a un vrai effet d'amplification, un effet d'interaction, on va le voir, et effectivement, quand on s'amuse à regarder, hein, chez Numberly, ça nous intéresse toujours beaucoup, les effets d'interaction. Hein, c'est souvent, on parlait de la physique avec certains d'entre vous ce matin, c'est le plus compliqué, les effets d'interaction, mais c'est essentiel. Hein, et on voyait dans l'exposé d'avant aussi les effets d'interaction de différents canaux. Ben, là, on compare trois groupes. Un groupe qui n'est exposé que au display, un groupe qui est exposé que au sponsored ads, et puis un groupe qui est exposé aux deux. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le troisième groupe qui est exposé aux deux, eh bien, il a 5,5 fois plus de taux d'achat, hein, vous voyez la petite courbe bleue, 5 fois plus de taux d'achat que les deux autres groupes. Donc il y a un effet d'interaction qui est exponentiel, qui est très clair, et la bonne nouvelle, c'est que seuls 10% finalement des consommateurs ont été exposés à ces deux canaux-là, donc on a encore un joli potentiel devant nous. Et puis dernière question, c'est comment analyser les chemins d'achat ? Parce que ce qu'on voulait voir, c'était de savoir finalement dans l'enchaînement des canaux, quels étaient ceux qui étaient les mieux placés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les trois chemins d'achat qui s'accompagnent du plus fort taux d'achat, eh bien, systématiquement, on a le display qui se trouve en première position. Donc on a un effet ici très très clair du display comme un rôle finalement d'initiateur qui va pouvoir être poursuivi ensuite par les autres canaux. Et comment est-ce que toutes ces analyses, qui sont parfois un peu compliquées, se traduisent concrètement dans le media planning, le media buying pour le client? Alors bien sûr, c'est la question essentielle, c'est comment on va faire du scale à partir de ces insights. Très clairement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller avant un événement clé comme le Black Friday, tirer parti des enseignements qui sont identifiés ici, qu'on vient de mentionner, et aller savoir qu'on a intérêt à faire du display de façon assez large en amont d'un événement d'achat comme celui-là, pour pouvoir ensuite développer des canaux plus de performance, de considération d'abord et de performance ensuite. Alors, merci pour ces insights. On a passé très peu de temps dessus. Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous plus tard. Mais quelques bénéfices sur la data clean room pour ceux et celles qui connaissent peu cette technologie. La première, c'est la capacité de travailler, tu en parlais, l'incrémentalité. Donc de comprendre comment est-ce que chaque élément de votre campagne média va apporter du reach, de l'activation d'audience, et comment est-ce qu'on peut l'attribuer à de la conversion ou à des KPI que vous avez classiques. Et dans ce qu'on appelle le multi-touch. Le deuxième, c'est, tu en as parlé, d'utiliser ces insights pour, derrière, automatiser un certain nombre de campagnes et améliorer la performance de vos campagnes. Donc, dépenser mieux ou dépenser moins pour faire mieux. Le troisième, et qui je pense est le plus important sur le long terme, c'est la capacité qu'ont cette technologie de Data Clean Room de vous apporter de l'intelligence marketing. Comme pouvaient l'avoir d'autres canaux traditionnels il y a quelques années, le digital doit, en tant que responsable média ou responsable marketing, responsable de marque, vous apporter plus de connaissances sur vos audiences, plus de connaissances sur les parcours d'achat consommateurs, et tout ça mis dans un environnement, et ça sera le mot le plus important, qui est sécurisé, qui est à la fois sécurisé pour la marque, puisque c'est de la donnée qui est accessible seulement par la marque et pas par le fournisseur de technologie, mais aussi sécurisé pour les consommateurs, puisque toute cette data est pseudonymisée et non extrayable, si je peux me permettre, au niveau individuel. Alors, peut-être un mot de la fin pour conclure, Thibaut, sur la techno.
Non, bah merci, parce que je crois que cette proposition de valeur que vous apportez avec les clean rooms et AMC, c'est ce dont tout le marché a besoin pour pouvoir générer plus d'insights, être plus précis, mesurer plus finement les impacts et in fine, on l'a dit, simplifier la vie des consommateurs et la vie des annonceurs. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Il nous reste 18 secondes, donc on va faire gagner un peu de temps à toute l'audience. Merci en tout cas pour votre attention et à très bientôt.